Le Pérou est le troisième plus grand pays du sous-continent. 30 millions d'habitants et une incroyable diversité ethnique se partagent ce territoire. Fred et Laure sont à la recherche du village d'Atiquipa, dont leur a parlé un scientifique passionné par la vie dans le désert. D'après les explications que j'ai, Atiquipa ne doit pas être très loin. Pourtant, on est en plein désert, j'ai eu mal à croire qu'il y ait de la verdure par ici. Atiquipa est un îlot de verdure au milieu d'un désert de plusieurs milliers de kilomètres. Malheureusement, au fil des siècles, cette oasis a beaucoup souffert. Déforestation et surpâturage, l'exploitation humaine a eu pour conséquence la diminution drastique de sa superficie. Pour ne pas céder définitivement la place au désert, il fallait trouver un moyen d'inverser la tendance et les capteurs de brouillard d'Atiquipa sont aujourd'hui devenus un modèle. Curieux et chaleureux, les habitants proposent à Fred et Laure de garer leur camion sur la place du village. « 6 heures du matin. La brume envahit les collines et Fred décide de partir en moto sur les hauteurs du village. Il veut aller voir de plus près les attrape-brouillards d'Atiquipa. Le brouillard est constitué de fines gouttelettes d'eau qui sont si légères qu'elles ne tombent pas jusqu'au sol, contrairement aux gouttes de pluie. En l'absence d'arbres, ces gouttelettes de brouillard sont donc emportées par le vent sans jamais irriguer le sol. Pour capter cette eau, les habitants d'Atiquipa installent des filets en hauteur. La brume frappe les filets, l'eau se condense par une différence de température et finit par être conduite vers des réservoirs. Chaque jour, ces filets produisent plusieurs milliers de mètres cubes d'eau. Une eau potable, riche en calcium et en sodium, que les 800 habitants d'Atiquipa peuvent consommer directement. Voilà. Andrés. Bonjour Andrés, je suis Frédéric. C'est très beau ici. C'est notre coin de paradis. Nous, les habitants du village, tous les matins, nous venons arroser les arbres plantés un peu partout sur la colline. Ici, nous avons battu le record du monde de captage d'eau. Grâce aux attrapes-nieblas, nous avons réussi à capter 250 litres d'eau par mètre carré et par jour. Pourquoi ce sont les hommes qui irriguent les plantes et non un système de goutte à goutte? On aurait pu faire un système d'irrigation automatique, mais on a privilégié la responsabilisation des habitants. Tu vois cet arbre là-bas? C'est l'effet de l'attrape-nuage naturel. C'est pour ça que c'est plus vert autour de l'arbre. Car l'essentiel est bien là. L'ingéniosité de ces filets ne doit pas faire oublier que le but est de les remplacer à terme par des arbres qui recréeront le processus naturel de captation des brumes. Dans la vallée, Laure et les enfants sont invités à visiter une exploitation agricole. Là, c'est pas un mouton, c'est une vache et un veau. Aujourd'hui, l'eau récoltée par les filets permet de cultiver 70 hectares de terre à Atiquipa et de faire vivre 400 agriculteurs, dont Julio. Bonjour, je suis Julio Sulca, enchanté, je suis le propriétaire de ce terrain. Et si ça vous intéresse, je vais vous montrer tout ce qu'on peut trouver ici. Des oliviers, des abricotiers, des néfliers, et aussi du maïs, et plein d'autres choses. Ici, vous pouvez voir un abricotier.
Il est en pleine floraison. Dans l'année, il va produire environ 25 kilos d'abricots. On voit pas des abricots. Comment s'appelle ce fruit? Nispero. C'est un nèfle. C'est très bon. Tiens, Martin, je te donne une branche entière. Vas-y, tu peux tout manger. Ceux-là sont plus sucrés. Merci. Grâce au brouillard, on peut rester ici à Arequipa. Si on n'avait pas cette eau, on devrait abandonner nos terres. Oh là là, Aya. Incroyable. Incroyable. Il y a de l'eau. Bien, Federico. Vois-tu, Fred? Voilà le résultat des attrapes brouillards naturelles. Nous utilisons cette eau pour l'agriculture, mais on peut aussi la boire directement. Santé, santé. Je vais pas être malade, hein? Elle est plutôt bonne. À la vôtre alors. Les scientifiques estiment que les changements climatiques actuels vont conduire à une augmentation des brouillards côtiers. À l'avenir, il ne serait donc pas étonnant de voir pousser des filets à brouillard tout autour de la planète. Après avoir partagé quelques jeux avec les enfants du village, pour Martin et Chine, il est déjà temps de reprendre la route. Ça y est? Ouais. Bon, bah c'est parti. On va quitter ce joli village. Les gens étaient vraiment très sympas. Allez, chez nous, on y va, Orange. Orange. Encore quelques kilomètres le long du Pacifique et la panaméricaine rentrera dans les terres en direction de la ville de Nazca. C'est dans les environs de cette ville qu'on croise au bord de la route l'une des plus mystérieuses réalisations humaines. Une œuvre d'art imaginée pour être vue du ciel à une époque où personne ne pouvait aller dans le ciel. Alors les lignes, elles sont très loin, on les voit à peine. Et comme ils sont très gentils, ils nous en ont fait un petit juste devant nous. Un petit dessin. Il y a un arbre ou une main. Apparemment, il y a les deux. D'un côté, il y a un arbre et de l'autre côté, il y a une main. Singes, colibris, condors, chiens, araignées, orques, 350 dessins ont été tracés dans ce désert il y a environ 1500 ans. Découverts par hasard en 1926, ces géoglyphes n'ont jamais véritablement livré leurs secrets. On a vu ça et ça, l'arbre et les mains. Fred et Laure poursuivent leur route vers le nord en direction de Lima. Lima est la capitale du Pérou. Avec une agglomération d'environ 8 millions d'habitants, c'est la 5e plus grande ville d'Amérique latine. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un bus et on va aller là-haut du bus. Buenos días, Buenos días. 19 y 20. Alors, Tintin! On va où? Pour la famille, qui a passé les dernières semaines dans le désert, le contraste avec les grandes étendues sauvages est saisissant. Lorsqu'on a peu de temps pour découvrir une capitale, le moyen le plus rapide reste encore de grimper dans un bus à Impérial et de se fondre parmi les touristes.
Même si la plus grande partie des somptueux palais coloniaux a été entièrement rasée lors d'un violent tremblement de terre au XVIIIe siècle, le centre-ville de Lima a conservé le charme suranné des anciennes capitales de l'Empire espagnol. Bon, vous êtes partis pour faire quoi les enfants? Pour aller chercher des bonbons. Et vous allez faire peur? Ouais. Ouais, allez, c'est parti. Aujourd'hui, c'est le 31 octobre. Et à Lima, comme ailleurs, la fête d'Halloween a de plus en plus d'adeptes. Martin et Chine retrouvent deux petits Français en vadrouille, Robin et Maëva, pour aller chasser les bonbons. Faut faire peur. Fais peur. Ah, il y en a plein quoi. Gracias. Regarde. Ah ouais, t'es belle. Hola, ¿qué tal? Gracias. Il y en a beaucoup ou pas? La tête de mort. La tête. Si Fred et Laure ont fait le chemin jusqu'à Lima, ce n'est pas pour Halloween. C'est surtout pour rencontrer Joaquín Leguía. À la tête de l'ONG ANIA depuis 15 ans, il a inscrit l'environnement au cœur de son action pour la réinsertion des enfants défavorisés. Hola Laura. Martín, hola. Bonjour Martín. Hola Chin. Bien, bonjour. Allez. Aujourd'hui, tout le monde est au courant des problèmes climatiques et environnementaux de notre planète. Il y a pas mal de choses que nous pouvons faire pour améliorer la situation, mais il y a une chose que nous ne devons pas oublier de faire, c'est de développer l'amour qu'ont les enfants pour la nature. Parce que c'est pendant l'enfance que l'on acquiert les valeurs et les bons réflexes pour aimer et protéger la nature. Il est fondamental pour créer une nouvelle culture d'amour solidaire du monde naturel. Dans les villes, on doit s'engager à aller dans ce sens en travaillant avec les enfants. Comme dans toutes les grandes villes d'Amérique latine, l'arrivée massive de nouveaux habitants a repoussé très loin les frontières historiques de Lima. Et comme partout sur les bords du monde, les enfants doivent faire face à la violence et sont trop souvent livrés à eux-mêmes. C'est ici que l'association de Joaquín concentre ses efforts pour aider les jeunes. Cette zone s'appelle l'Union Pacifique. Nous sommes à San Juan de Miraflores. C'est ici que nous allons visiter l'un des projets Tierra de Niños. Mais avant, je veux vous montrer l'un des principaux problèmes du quartier, les conflits de gangs. Les chaussures accrochées au câble là-haut marquent les limites des territoires de ces gangs. Ce qui fait que d'un côté, la rue appartient à un certain gang, et juste après, c'est le territoire d'un autre gang. Donc c'est ici que se passent les bagarres. Il y a 3 semaines, une personne est morte ici même. Il y a encore quelques restes de la bagarre. Alors voilà, ici, c'est une zone dangereuse. Uno, dos, tres. Cuida la pacha, que ella te cuidará. Cuida la pacha, ella te cuidará. Le principe du programme Tierra de Niños, la terre des enfants, est que les adultes confient à chaque enfant une parcelle de terre qu'il pourra aménager comme il l'entend. Joaquín est persuadé que c'est à cet âge-là que se construisent les valeurs. Ici, l'éducation à l'environnement est perçue comme une expérience communautaire. Aujourd'hui, il y a un concours de jardin d'enfants. Mais je crois que nous sommes tous gagnants parce que tous les jardins sont jolis. Wow, c'est beau ça. C'est fait par des adultes? Ce couple n'avait pas d'enfants, alors ils ont voulu offrir ce coin de leur terrain où il n'y avait rien aux enfants du quartier. Et regardez comme c'est joli.
Si on regarde le contraste avec l'autre côté de la rue, c'est incroyable. Regardez comment c'était avant. Des marguerites? Et elles sont pour qui ces marguerites? Pour toi. Ah, super! Allez, un tonnerre d'applaudissements pour Diana. Muy bien. Dans cette partie, ce sont les plantes pour moi. J'aime les concombres, donc j'en ai mis. Et j'ai aussi des tournesols. Ici, vous voyez qu'il n'y a plus rien. Parce qu'il y avait de la salade, mais... Parce que tu les as mangés, c'est ça? Un des objectifs d'Anya est d'aider à inspirer la création d'un nouvel indicateur de développement qui valorise l'apport des personnes mineures de moins de 18 ans pour la société. Tous les indicateurs focalisent sur le nombre de naissances, de décès, de maladies, mais il n'y en a pas un seul révélant ce que peuvent apporter les jeunes à la société. Et il se passe la même chose pour les adultes seniors. Quand nous arrivons à l'âge de 65 ans, on nous dit qu'on ne peut plus rien apporter et qu'on est une charge pour la société. Donc un des objectifs principaux d'Anya est de créer ce nouvel indicateur qui va s'appeler population environnementalement active. Fils d'un ministre du Travail et petit-fils d'un président de la République, Joaquín avait une voie toute tracée en politique. Mais une enfance passée au cœur de la forêt amazonienne l'a convaincu que le seul enjeu véritable, c'était la protection de l'environnement. Et on fait appel à lui pour soutenir de nouveaux projets, comme ici à Santa Cruz. Avec les enfants, nous avons proposé de sauver ces quelques warangos, qui sont les derniers dans le coin. C'est notre contribution pour la nature, d'autant plus que cette région fait partie d'une réserve. Le but est de montrer l'exemple pour que d'autres fassent aussi attention à la nature. Et bien sûr, avec l'aide des enfants. Dans 1 ou 2 ans, ici ce sera le lieu de rendez-vous des enfants avec leurs parents pour le week-end. Un bel endroit pour être ensemble, dans la nature. C'est mon engagement et c'est mon travail. On espère sauver ces arbres en 3 mois, car comme vous le voyez aujourd'hui, la situation est grave. Très grave. Il faut prévoir une entrée pour que le camion d'eau puisse venir. Bon, maintenant, on va aller négocier le problème de l'eau avec la municipalité. Mais tout semble OK. Mais bon, on en reparle après. Allons discuter avec la mairie de Paracas. Oui, on va voir comment on peut être aidé au niveau local. Nous savons que si nous faisons les choses seuls, lui était seul et avec nous c'est déjà possible. Mais si nous pouvons compter sur la municipalité, on sera plus efficace. Donc si vous me permettez, je vous présente le projet en 5 minutes, pas plus. Le sol sera mon bureau. Donc voici l'entrée par la rue principale. Juste là, il y a une petite forêt. Mais en ce moment, c'est extrêmement triste. Quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. C'est une opportunité incroyable pour valoriser cet espace. C'est la porte d'entrée du village. On peut faire quelque chose de merveilleux. Avec sa vision à lui et celle de ses élèves, comment vous l'appelez déjà? La forêt magique de Santa Cruz. Nous sommes d'accord. Nous allons étudier au conseil municipal la possibilité de vous aider. Nous sommes là pour cela. La porte est ouverte. Gracias. Sí, lindo, ¿no? Bueno.
C'est un bon début. On a le feu vert, la couleur de la vie. Je crois que cela va marcher. Grâce au soutien financier d'une entreprise privée, la forêt magique des enfants de Santa Cruz a finalement vu le jour. Fred et Laure reprennent la route vers le sud. Impossible de quitter le Pérou sans faire un détour par le Machu Picchu. Et pour s'y rendre, la route serpente à travers la cordillère en prenant de l'altitude. Alors, nous voici en direction de Cusco, 3500 mètres, donc il y a quelques beaux virages pour y arriver. En témoigne le GPS. Avant d'atteindre Cusco, la capitale de l'ancien empire Inca, il faut passer un col à plus de 4500 mètres. Et à cette époque de l'année, il n'est pas rare d'y trouver de la neige. Après avoir longtemps été le carrefour des échanges économiques transandins, le prestige de Cusco a peu à peu diminué jusqu'à la découverte du Machu Picchu en 1911. C'est dur? Pose ta tête. Allez, vas-y, roule. Ouais, bravo. Reviens, roule toute seule. Bravo, Néné. À 2 km au-dessus de Cusco se trouve la forteresse de Sacsayhuaman. Achevée par les Incas au XVe siècle, ses remparts sont constitués de blocs dont le plus lourd pèse 350 tonnes. La civilisation Inca ne connaissait pas la roue, et la technique utilisée pour transporter ces pierres demeure un mystère. Il faut toucher la pierre pour avoir de la force. Vas-y, tu mets ta joue contre la pierre. Ça marche. Pour se rendre au Machu Picchu, Fred, Laure, Martin et Chine embarquent d'abord dans le train qui les conduira jusqu'à Aguascalientes. Ce village, qui n'est desservi par aucune route, est l'unique point de départ pour atteindre les vestiges de la cité Inca. Alors nous voici dans le très beau site incontournable au Pérou, le Machu Picchu. Sauf qu'aujourd'hui, c'est jour de brouillard et on n'y voit rien. Si le Machu Picchu se trouve très souvent dans la brume, c'est parce qu'il est situé sur le versant oriental des Andes, du côté de l'Amazonie péruvienne, où il fait souvent chaud et humide. En l'absence d'écrits, on connaît peu de choses de l'histoire du Machu Picchu, sauf qu'il doit s'agir de la plus étonnante création urbaine de l'Empire Inca. Ce qui fascine les archéologues, c'est la manière dont la cité s'intègre parfaitement dans son environnement naturel. Pour les générations futures, il faut espérer que les hommes d'aujourd'hui sauront suivre cet exemple et préserver cet héritage.